En 60 après Jésus-Christ, l'Empire romain a conquis la majeure partie de l'Europe, à l'exception de la Grande-Bretagne, qui reste défiante. Sur l'île de Mona, l'armée romaine arrive et élimine 300 druides qu'elle exécute sans relâche. Malgré leur mort, les druides continuent de croire en la légende d'une déesse guerrière qui les sauvera un jour des Romains et prie avec ferveur dans leurs derniers instants. De retour à Rome, le commandant Paulinus rapporte les détails de ce massacre au roi Néron, évoquant la croyance des druides en une déesse guerrière. Néron, inquiet de la possibilité d'un sauveur druidique, émet un ordre interdisant aux femmes d'occuper des postes d'autorité. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, la tribu des Iceni vivait paisiblement sous la direction du roi Prasutagus et de sa reine, fiers parents de 2 filles. Un jour, le guerrier Ciaran informe Prasutagus du nouveau procurateur de Rome, Catius, qui n'aime pas Britannia. Pendant que les hommes discutent, la reine emmène ses filles à des cours de langue et à une séance de beauté, puis au marché. Elles y rencontrèrent les guerriers Trinovantes qui étaient en train de boire. En apercevant la reine, Cartimanda s'agenouille et s'adresse à elle en l'appelant Boudica, en écho au nom de la déesse guerrière. Ce geste incite les autres guerriers à s'agenouiller, mais un propriétaire d'échoppe, entendant la servante expliquer la légende aux jeunes filles, s'y oppose au nom de Rome et tente d'enlever la reine. Cartimanda intervient aussitôt, blesse l'homme puis le décapite, provoquant la fuite de tous avant l'arrivée des gardes romains. Au bout d'un certain temps, Prasutagus rapporte qu'il a dû négocier avec les centurions pour laver le nom de sa femme. Pendant près d'1 an, la reine n'a pas le droit de se rendre au marché et doit envoyer des serviteurs pour subvenir à ses besoins. Intriguée, la reine demande pourquoi les guerriers Trinovantes la considèrent comme une déesse, et Prasutagus suggère que cela est peut-être dû à son héritage ancestral. Dans l'après-midi, la reine et ses filles jouent avec des épées d'entraînement, bien qu'il soit évident qu'elles n'ont pas de véritable entraînement. Prasutagus se joint à elle et il remarque Ciaran, qui est devenu sombre après avoir perdu sa famille à la guerre. Le lendemain, le procurateur romain Catius rend visite aux Iceni, obligeant Prasutagus à se soumettre. Au cours d'un dîner, les habitants feignent d'être honorés par la visite de Catius, bien qu'ils se sentent mal à l'aise face à ses commentaires condescendants et à l'intérêt qu'il porte à leur forteresse, ce qui laisse supposer qu'il souhaite la revendiquer. Prasutagus ordonne alors à ses hommes de se comporter de manière irréprochable, car Catius pourrait utiliser la moindre erreur comme prétexte pour détruire leur village. Il demande à Ciaran de rassembler divers hors-la-loi et fauteurs de troubles pour les présenter à Catius, dans l'espoir de lui faire comprendre les dangers de la terre et de le dissuader de s'y installer. Bien que Ciaran s'exécute, il n'apprécie pas le plan. Plus tard, Prasutagus et ses hommes partent capturer les bandits pour Catius. Lorsqu'ils reviennent au bout de quelques jours, Ciaran apporte à la reine une nouvelle dévastatrice, Prasutagus est tombé lors d'une attaque surprise au cours de l'escarmouche. Désemparée, la reine s'effondre, reprochant aux hommes de ne pas avoir protégé leur roi. Le lendemain, en l'absence de successeur masculin, la tribu Iceni la proclame nouvelle reine-chef et lui remet la paire royale, symbole de son statut. Ciaran semble mécontent de cette évolution. Cependant, la cérémonie est brusquement interrompue par Catius et ses soldats. Catius déclare que l'Empire romain ne reconnaît pas les femmes chefs et considère le tribut envoyé comme un pot de vin. En guise de punition, il annonce la saisie de ses terres et de graves conséquences pour elle et ses filles. Il révèle également que Ciaran a trahi la position de Prasutagus, provoquant l'embuscade. Après le passage à tabac, il marque son visage des initiales de Néron, une pratique typiquement réservée aux esclaves. Ce soir-là, Cartimanda et les guerriers Trinovantes s'infiltrent furtivement dans le camp romain, éliminant silencieusement plusieurs gardes. Ils localisent et sauvent la reine, évitent d'être repérés, traversent une rivière et atteignent la tribu des Trinovantes, où ils soignent ses blessures. Alors qu'elle se rétablit dans un délire fiévreux, fixé sur ses filles, Cartimanda l'informe qu'elle doit désormais considérer la tribu des Trinovantes comme sa famille. Cependant, à son grand soulagement, ses filles arrivent bientôt à la tente et sont réunies avec elle. Cartimanda lui offre également une paire de dents prélevées sur un centurion, soulignant la nécessité de la morsure d'un guerrier. Quelques jours plus tard, alors que sa santé s'améliore, la reine sort et trouve ses filles entraînées au combat par les guerriers. Elle demande une pause pour passer du temps avec elles et apprend que Cartimanda a également perdu des fils à cause de la brutalité romaine. Les filles lui révèlent que la tribu Trinovante considère la marque de Catius comme un symbole de son leadership et l'exhorte à unir les tribus contre Rome. Elles insistent sur le fait qu'elle n'a pas d'autre choix que d'embrasser ce destin. Ensuite, la reine tente de s'entraîner avec un mannequin, mais ses techniques ne sont pas raffinées. Heureusement, l'un des guerriers l'aide et lui enseigne la bonne façon de frapper. L'entraînement est interrompu par l'arrivée de Cartimanda avec l'épée de Boudica,
qu'elle a récupéré après avoir tué un soldat à qui Catius l'avait donné. La reine est profondément émue par ce geste, mais son instructeur lui fait remarquer que le bronze n'est pas le matériau idéal pour une épée. Ce moment est suivi par l'arrivée de Wulfgar et de sa tribu, venus rendre visite à la reine. Wulfgar, peu impressionné par son inexpérience et son manque d'armure, suggère qu'il guide la reine. Il se moque de son épée, la brise en deux et la jette dans la rivière. La reine plonge dans l'eau pour la récupérer, ce qui inquiète les guerriers en raison des courants dangereux de la rivière. Miraculeusement, elle réapparaît avec l'épée, mystérieusement réparée, à la grande surprise de tous. Wulfgar lui déclare son soutien et celui de ses hommes. Le soir, les guerriers ramènent le couple royal à la reine et organisent une cérémonie, reconnaissant officiellement Boudica comme chef des tribus unies. Dans son émouvant discours, Boudica parle de retrouver sa liberté et propose de tendre une embuscade au convoi de Catius dans les 2 jours. Wulfgar exprime des doutes, invoquant la puissance de l'armée de Catius et le risque de défaite. Cependant, le fait que Boudica fasse léviter son épée et la remette dans sa main est perçu comme un puissant présage. Lorsque Boudica se prépare à affronter l'ennemi seul dans la forêt, Wulfgar et ses guerriers la rejoignent et décident de soutenir sa cause. Ils se rallient à elle, chantant son nom, prêts à se battre à ses côtés. 2 jours plus tard, Ciaran, désormais membre de l'armée romaine, conduit un convoi à travers la forêt. Il rencontre Boudica seul sur la route. La femme demande à rencontrer Cartu. Lorsque Cartu arrive, il ne reconnaît pas Boudica. Saisissant l'occasion, Boudica affirme son statut de reine, tire son épée et tue rapidement Cartu. Cette action déclenche une embuscade de la part des guerriers de la tribu, qui encerclent rapidement les Romains. Une bataille féroce s'ensuit, au cours de laquelle les Romains tentent de se défendre ou de fuir. Cependant, les forces de Boudica sont implacables et éliminent tous les Romains qu'elles rencontrent. Après la bataille, la tribu pille les corps, ramassant de l'or et des objets de valeur. Ciaran est pris en flagrant délit de fuite et amené devant Boudica. Furieuse de sa trahison, la femme le poignarde à plusieurs reprises. Wulfgar intervient, la calme et elle décide qu'ils doivent se rendre à Camulo. Wulfgar accepte, mais suggère qu'il demande d'abord la bénédiction du Conseil des druides. Cette nuit-là, les druides accordent leur bénédiction, symbolisée par le fait que Boudica et Wulfgar boivent dans le crâne de Cartu, selon la tradition. Laissée seule, Boudica est abordée par un autre druide qui discute avec elle du sens de la vie. Le druide lui révèle que ses filles sont mortes, une réalité que Boudica a du mal à accepter. Boudica réfléchit au passé de sa famille tandis que le druide lui dit que les esprits de ses filles l'accompagneront à jamais. Le druide lui révèle également que la vie de Boudica s'achèvera bientôt, mais pas avant qu'elle ne reprenne la tête de son armée. Angoissée par ces vérités, Boudica quitte la hutte pour demander à Wulfgar si elle peut voir ses filles. Il reconnaît qu'elles sont le fruit de son imagination, ce qui conduit Boudica à s'effondrer sous le coup de l'émotion. Lorsqu'elle reprend conscience dans un lit, Boudica est accompagnée par des apparitions de ses filles. Tout en réalisant qu'elles ne sont pas réelles, Boudica apprécie leur présence et jure qu'elles seront bientôt réunies. Quelques jours plus tard, Boudica et ses troupes atteignent Camulo, une ville transformée en centre de retraite pour les vieux soldats romains après le massacre des habitants. La ville tombe facilement sous les coups de l'armée de Boudica, qui se livre à un massacre brutal des Romains âgés, dont les têtes sont horriblement tranchées. La conquête est rapide et, après avoir pillé, ils brûlent le village, tandis que Boudica déclare que ce n'est qu'un début. De retour au camp, Boudica observe les guerriers qui célèbrent leur victoire d'une manière inhabituelle. Wulfgar explique qu'ils marquent leur visage comme le sien en guise de tribu. Dans la forêt de Cambridge, les 2 hommes tendent une embuscade à un autre convoi romain, tuant sans pitié de nombreux soldats. Plus tard, à Londres, ils lancent une attaque nocturne sur le port, incendiant les navires romains. Malgré les efforts des Romains pour se défendre, ils sont submergés par les féroces tribus. Boudica est particulièrement heureuse d'avoir décapité le capitaine romain et se réjouit de son triomphe. Le chaos règne à Rome, la ville est en ébullition et les bâtiments sont incendiés. La population, frustrée par cette guerre coûteuse, réclame la victoire. Paulinus tente de sauver l'empereur Néron, mais ce dernier, se sentant abandonné par Rome et se considérant comme un musicien plutôt que comme un guerrier, choisit de mettre fin à ses jours. La nouvelle de la mort de Néron et du voyage de Paulinus parvient bientôt en Grande-Bretagne, suscitant l'inquiétude des tribus. Wulfgar discute avec Boudica de la nature redoutable de l'armée du roi, suggérant une retraite stratégique pour se regrouper avec d'autres forces venues du nord au printemps. Malgré les conseils de Wulfgar, Boudica est déterminé à poursuivre le combat,
poussé par les esprits de ses filles et son refus de s'allier à Wulfgar pour des raisons politiques. Incapable de concilier leur stratégie, Wulfgar part avec ses hommes, laissant Boudica avec la seule tribu des Trinovantes. Le lendemain, alors qu'ils se préparent à la bataille, ils apprennent que Paulinus est en route pour Watling Street. Boudica, impatiente d'en découdre, rassemble sa tribu en prononçant un discours passionné et en faisant un geste symbolique vers la terre, promettant de reconquérir sa liberté. Cependant, alors qu'ils se précipitent vers la route, des soldats romains les laissent inopinément passer, révélant ainsi l'embuscade stratégique tendue par Paulinus. Les Romains, équipés d'archers, lancent une attaque dévastatrice. Face à la triste réalité, ses filles l'informent que son heure est venue. Boudica, refusant de se rendre, se prépare à combattre vaillamment. Au beau milieu de ce moment d'émotion, Boudica est touché par une flèche. Saisissant l'occasion, les Romains l'encerclent et la blessent mortellement de plusieurs coups de couteau. Alors que Boudica succombe à ses blessures, ses pensées se tournent vers sa famille. Aujourd'hui, une statue commémorant Boudica et ses filles se dresse à Londres en hommage à leur héritage.